BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour votre rendez-vous tech du week-end. C'est De quoi je me mêle. On est, vous le savez, présent à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com, le dimanche matin sur BFM Business à la radio et à la télé. Et vous pouvez bien sûr réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook avec un De quoi je me mêle spécial Club de la presse IT. Beaucoup de choses cette semaine à se raconter, à analyser. Je vous présente tout de suite nos deux spécialistes, nos deux experts que vous connaissez. Merci d'être là et bienvenue. Le Club de la presse IT avec cette semaine Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Bonjour Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, accompagné de Emmanuel Paquette. Bonjour François. Bonjour Emmanuel, bonjour. Journaliste à l'Express. Vous n'êtes pas venus pour rien les amis aujourd'hui, parce que l'actualité est bien dodue, comme on dit. On va parler de la WWDC dans quelques instants, la WWDC, parce qu'il y a deux W, c'est important. On va parler aussi d'Apple Music, on va parler de cette panne Internet qui a paralysé pendant quelques minutes pas mal de services. Emmanuel va tout nous dire là-dessus. Google condamné aussi concernant la publicité en ligne. Est-ce qu'on pourra regarder l'Euro 2000 en 4K? Nico a la réponse, ça sera dans quelques instants. Et puis quelques petites rumeurs du côté de Google avec peut-être un nouveau Pixel pliant. Et puis Micromania aussi qui sort une offre assez étonnante. Voilà, tout ça, c'est un peu toute l'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. Et on va commencer, messieurs, par FaceTime. Le service, on va dire, de vidéo sur IP, de visio, mais d'audio d'Apple, qui s'ouvre en fait à des systèmes concurrents, Nicolas. C'était peut-être la plus grosse surprise de la WWDC. Ça nous a scotché. Oui, c'est étonnant. Après, on va calmer le jeu directement. Il n'y a pas non plus une application FaceTime qui va débarquer sur Windows et sur Android. Ce qui va se passer, c'est que FaceTime va devenir un concurrent de Zoom, de Google Meet, de Microsoft Teams, de tous les logiciels de vidéoconférence qui ont explosé pendant les différents confinements. L'idée est assez simple. Vous pourrez commencer un appel sur un iPhone, un iPad ou un Mac. Et si vous voulez, vous pourrez générer un lien que vous envoyez à vos correspondants pour qu'ils rejoignent cet appel FaceTime. Et ce lien, sur un iPhone, un iPad, un Mac, il ouvrira l'application. Et si vous êtes sur une autre plateforme, donc Windows, Android, mais évidemment toutes les autres plateformes il suffit d'avoir un navigateur web pour que ça fonctionne, vous pourrez participer à un appel vidéo FaceTime directement depuis votre navigateur, comme sur Google Meet, comme sur Zoom, ce qui va donc ouvrir pour la première fois le logiciel de vidéoconférence d'Apple aux plateformes externes. Ce qui est marrant pour anecdote, c'est que quand Steve Jobs a dévoilé FaceTime en 2010 avec l'iPhone 4, il avait dit, et tout ça c'est open source, FaceTime ça sera le standard pour tous les téléphones, et tout le monde pourra l'avoir. On a appris ensuite qu'il s'était un petit peu excité tout seul sur cette annonce, parce qu'il n'avait pas vraiment discuté avec les autres ingénieurs d'Apple. Et il était vite monté sur scène. Il s'est dit, ça pourrait être cool d'en faire le standard et que FaceTime devienne hyper commun. En soi, ça a réussi parce qu'aujourd'hui, on dit oui, je te FaceTime, donc c'est devenu hyper commun, mais ça restait réservé aux appareils Apple et bientôt, ça sera ouvert à la concurrence. Mais ça veut dire que je ne pourrais pas passer, par exemple, d'un iPhone, un appel vers un Windows ou un Android, puisque je n'aurai pas de notification finalement, puisque c'est un lien qui passe par un navigateur. Je pourrais rejoindre en fait une conversation. On pourra rejoindre à partir du lien, donc vous aurez une notification par SMS par exemple. Vous pouvez envoyer un SMS à quelqu'un qui a un appareil Android ou envoyer un message sur Messenger. Enfin, c'est moins fluide quand même. Ça sera pas aussi fluide. L'autre interrogation, c'est est-ce qu'on va pouvoir créer un appel FaceTime depuis un PC comme ça, on pourrait penser que non. Maintenant, ce qu'on a vu de la démonstration d'Apple, c'est qu'il y aura un site qui sera facetime.apple.com. Ça sera ce site-là qu'on rejoindra quand on répondra à un appel. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité de créer un appel programmé depuis ce site? Peut-être. Apple, encore pas très clair. Donc, il va falloir se créer un identifiant. Alors, il faut quoi qu'il arrive... Bonne question. Il y a encore plein de... dire, il faut très certainement un identifiant Apple, mais en soi, pourquoi pas ne pas en avoir? Apple n'a pas dit du tout ce qui allait se passer. Ils ne sont pas rentrés dans les détails pour l'instant. Ça arrive, c'est pas encore disponible dans la bêta d'ailleurs d'iOS 15 et de macOS Monterey. Je crois que ça se dit comme ça. Donc il faudra attendre cet automne et certainement cet été avec les bêtas publiques pour voir à quoi ça va ressembler. Emmanuel, cette volonté d'Apple d'ouverture?
d'ouverture, de semi-ouverture, comme le disait Nicolas. D'entrebâillement de porte, on va dire. Pas un petit peu. S'emballer non plus. Ouais, faut pas s'emballer. C'est un premier pas, disons, mais je pense que Apple, ils n'ont pas vraiment de choix, parce que comme le disait Nicolas, il y a eu une explosion de la visioconférence lors du télétravail, et qui va vraisemblablement se pérenniser dans les mois qui viennent. Donc ça, effectivement, c'est le premier point. Et puis, ils utilisent le système qu'on utilise aujourd'hui sur Zoom ou sur Microsoft Teams ou même sur Google Meet, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on lance une visioconférence, on nous envoie un lien pour nous connecter, donc c'est quand même la même logique, de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture. En revanche, je pense, mais là c'est juste une interprétation de ma part, que Apple est obligé d'aller vers ces visioconférences, puisqu'on en a déjà parlé dans cette émission. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est la réalité augmentée et tout ce qui est holographique à l'intérieur de ces visioconférences. Google a son projet sur lequel il travaille actuellement, on l'a évoqué ici, et c'est pareil du côté de chez Microsoft. Donc on sait très bien aujourd'hui que la réalité augmentée, ça fait partie de la grande stratégie d'Apple, et s'ils veulent permettre ce type de technologie de rentrer dans le monde de l'entreprise pour avoir une vision conférence un peu 2.0, où simplement on se retrouve pas tous assis autour d'une table à discuter à distance autour d'un micro, mais d'avoir des éléments un peu plus ludiques et un peu plus animés. Ils sont obligés de prendre ce train-là et de s'ouvrir un peu plus. Bon, attention, FaceTime ne dit pas e-message. Hein, non, c'est parce que souvent on se dit tiens, c'est à peu près le même service, etc. Je t'ai e-message, on s'est un FaceTime. E-message reste une exclusivité de l'environnement Apple pour l'instant. Oui, il y a eu des rumeurs de dernière minute avant la conférence comme quoi ils allaient ouvrir iMessage Android. Pour moi, ça aurait été cohérent, surtout avec toutes les enquêtes antitrust qu'il y a en ce moment. Ça aurait été un super message d'Apple de dire regardez, on n'est pas si fermé que ça. C'est pas le cas. iMessage, ça reste exclusif aux plateformes d'Apple. Maintenant, à partir du moment où FaceTime débarque sur le web, potentiellement un jour une application, pourquoi pas dans le futur imaginer une grosse application de messagerie Apple qui serait dispo partout. Je pense qu'on en est encore loin, mais c'est un premier pas qui montre que c'est possible du côté de Cupertino d'aller dans ce sens. Ouais, et puis quand on voit que WhatsApp est malmené en ce moment, a une mauvaise image avec ses conditions d'utilisation qui changent rien, mais qui devaient changer les trucs et tout. On aurait pu se dire, tiens, Apple aurait pu se servir de cette brèche-là pour proposer un e-message avec toujours ce discours de sécurité. Vous êtes chez Apple, ne vous inquiétez pas, on ne va pas exploiter vos données de vie privée, etc. Peut-être que ça viendra plus tard finalement. C'est possible. Effectivement, ils avaient un coup à jouer. Alors ils l'ont joué ailleurs, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y avait un moyen de dire, on a une messagerie chiffrée. Nous, on ne fait pas de publicité, on ne vit pas de ça, donc on ne va pas faire discuter différents éléments de l'écosystème Apple pour enrichir des annonceurs éventuels, enfin nous-mêmes et des annonceurs pour y déployer de la publicité. Donc effectivement, il y avait un coup à jouer. Ce qui est étonnant, c'est plutôt de l'autre côté. C'est Facebook qui, eux, ont commencé à baisser les commissions sur les applications qu'on peut télécharger sur Facebook, et en disant, nous, vous voyez, on ne fait pas une commission à 30%. Donc le mauvais coup, le sale coup, il est plutôt venu du côté de Facebook, de Zuckerberg, qui pendant la WWDC a quand même pris la parole en disant nous, on ne prendra quasiment peu de commissions puisqu'on ne vit pas de ça, et on veut faire émerger les PME, les petites entreprises, on veut leur faciliter la vie. Et là, c'était quand même un peu le coup de pied de l'âne, comme on dit, directement à Apple. Voilà, on est dans un monde de bisounours, c'est sympa quand même tout ça. Allez, la WWDC, donc c'était, vous étiez peut-être avec nous d'ailleurs lundi soir sur 01 TV, puisqu'on vous a retransmis cette keynote en direct avec les explications de toute la rédaction. Alors, beaucoup de nouveautés, on ne va pas bien sûr toutes les détailler parce qu'autrement il nous faudrait beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette WWDC, Nicolas? Et puis après on donnera bien sûr la parole à Emmanuel. Oui, rappelons que la WWDC, c'est la grosse conférence développeur d'Apple. C'est pas une keynote comme les autres événements, parce que là, les développeurs sont conviés. On présente des choses sur le moyen, sur le long terme. Moi, ce que je retiendrai, c'est déjà qu'Apple a cette année fait le choix de ne pas lancer de mise à jour majeure avec de très grosses nouveautés, mais plutôt de se contenter de plein de petites nouveautés. Et c'est plutôt une bonne chose généralement, parce que c'est ces années-là où on a les OS les plus stables. On dit souvent, Apple, il y a leur OS de référence, c'est Snow Leopard, qui était le système des Mac le plus stable de l'histoire, qui était super bien, et qui avait aussi la particularité d'avoir plein de petites nouveautés, mais pas de gros changements disruptifs. C'est un peu pareil cette année, notamment les centres de notification qui s'améliorent.
avec un design un petit peu plus joli, plus fin, l'arrivée d'un mode focus qui permet en fait de faire déjà ce qu'on faisait avec le mode ne pas déranger, mais de l'étendre. C'est par exemple un mode travail, un mode maison, un mode vacances, pour avoir moins de notifications et pour être dérangé que par ses vrais proches. On se crée ses propres mini-profils en quelque sorte. Exactement, on crée son propre ne pas déranger. En soi, c'est pas révolutionnaire parce que le ne pas déranger était déjà là, mais le fait de l'ouvrir à des modes personnalisés, c'est une nouveauté assez cool. Il y a plein de changements esthétiques, par exemple la nouvelle application météo qui va vous donner des informations pratiques, vous dire voilà la crème solaire aujourd'hui jusqu'à 18h, après vous en aurez plus besoin, faire une carte de l'indice UV. C'est dommage, ça arrivera en octobre. C'est un peu dommage, en effet. Certains l'auront en bêta pour l'été 2022. Écoutez, voilà. Ceux qui sont aventuriers ici pour installer la bêta à partir du mois de juillet, donc ils pourront en profiter. L'application Plan, qui malheureusement on n'a pas encore en France toutes les nouveautés, mais il faut reconnaître que c'est très prometteur et la direction que prend Apple, ça va peut-être leur permettre d'enfin rattraper Google sur la carte. Il y a évidemment se mettre au même niveau sur la réalité augmentée par exemple, mais le travail qu'ils font depuis quelques années de mapper l'intégralité de la planète des grandes villes fait qu'ils ont une carte ultra précise où ils répliquent chaque arbre, chaque poteau, ils sont capables de dire où est une piste cyclable et où est une voie de bus sur la route, tout ça en 3D, donc ça risque de faire quand même pas mal de dégâts quand ça va arriver, car ça sera plus complet que Google Maps. Et moi, la nouveauté que je retiens le plus côté iOS, c'est SharePlay. Ça va peut-être pas concerner tout le monde. Pour SharePlay, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui va vous permettre, quand vous êtes dans un appel FaceTime, de regarder un film, d'écouter de la musique ou de partager votre écran à plusieurs. Et moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai souvent voulu regarder des films avec des amis. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se calait sur Netflix. Allez, t'es prêt ? 3, 2, 1, on appuie sur Play en même temps. Si quelqu'un veut aller aux toilettes, c'est reparti pour 10 minutes de calibration. Et ne parlons pas des problèmes sonores, parce qu'on a une oreille son ami au téléphone et une oreille le film. Là, on va avoir vraiment un système bien géré avec le film qui prend 100% du volume, et si quelqu'un parle, ça baisse le volume du film pour entendre la personne. Je trouve que c'est bien fait, le fait que ce soit tout l'écosystème Apple, ça va faire qu'on peut regarder un film sur sa télé en étant au téléphone sur son téléphone, sur son iPhone, donc c'est plutôt bienvenu, donc j'ai hâte de voir tout ça et je trouve que les nouveautés sont plutôt encourageantes. De nouveaux usages, étonnants. Le fait de regarder. Un peu trop tard, par contre. Oui, ça arrive peut-être un peu trop tard. Espérons que ça arrive trop tard. Espérons que ça arrive trop tard et qu'Apple ne soit pas juste pessimiste et en effet. bien prédicteur. Emmanuel, qu'est-ce que tu retiens de cette WWDC ? Encore une fois, alors on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment le renforcement de la protection de la vie privée des utilisateurs de tout le matériel, de tous les matériaux et toutes les OS d'Apple, puisqu'en l'occurrence là ils ont donc déclaré quand même quelque chose qui peut faire très très mal à l'industrie de la publicité, des annonceurs. Donc les utilisateurs de Safari, en se rendant sur différents sites, leur adresse IP, donc c'est cette adresse qui est liée à votre connexion Internet, donc qui identifie pas nécessairement vous, mais en tout cas votre accès Internet, et en fait Safari va bloquer l'accès à l'adresse IP à tous les annonceurs. Donc ils n'auront plus d'éléments pour qualifier d'où viennent les gens, puisque l'adresse IP permet de savoir à peu près où on est localisé, dans quel pays, voire dans quelle ville. Donc ils vont perdre, et puis surtout si on revient sur le site, on voit que la même adresse IP revient, donc on sait que la même personne revient, et donc on peut leur servir des publicités. C'est comme s'il y avait un VPN en fait dans Safari. Comment ça fonctionne cette histoire-là ? Alors je ne sais pas comment ils vont bloquer l'IP. Je peux l'expliquer, j'ai pu en parler un peu avec Apple. En soi, c'est un VPN, sauf qu'Apple dit ce n'est pas un VPN, n'appelez pas ça un VPN, c'est en quelque sorte son propre système. Enfin, c'est comme ça que c'est expliqué. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est un peu un VPN. L'idée, c'est qu'il va y avoir deux serveurs relais, ça s'appelle Private Relay, le service d'Apple. Il y a deux serveurs au moment où vous allez vous connecter et taper une adresse URL. Il y a un serveur sur lequel ils vont donner votre adresse IP et le serveur va changer l'adresse IP et créer une adresse IP temporaire et envoyer cette adresse IP temporaire à un autre serveur. Et c'est ce serveur-là qui va recevoir l'adresse sur laquelle vous vous connectez. Donc en fait, l'adresse à laquelle vous allez vous connecter ne sera jamais reliée à votre adresse IP, sera reliée à une autre adresse IP. Donc en effet, ça grille complètement la carte de la localisation et la carte du flicage en ligne. Et on va se retrouver avec
c'est le risque, hein, vous allez avoir des pubs peut-être en allemand ou en suédois sur votre ordinateur. Oui, parce que l'adresse IP qui va être créée appartiendra peut-être à quelqu'un. Elle peut être, on a deux options, soit c'est loin, donc ça ne va pas ressembler, on ne peut pas choisir, Apple ne veut pas qu'on choisisse un pays. C'est pas un VPN qui va permettre de contourner Netflix en ayant le contenu américain, vous choisissez pas le pays, mais vous pouvez avoir une localisation approximative. Donc par exemple là on est à Paris, il va nous localiser dans une ville d'Île-de-France, donc ça va permettre d'avoir une météo à peu près précise si on la recherche. Mais dans tous les cas, là où je suis d'accord avec Emmanuel, c'est un changement majeur parce que c'est activé par défaut. Que Safari c'est le navigateur majoritaire sur iOS en tout cas. Donc ça va faire mal. Deuxième au niveau mondial, derrière Chrome. Ça risque de faire très très mal. Deuxième au niveau mondial, Safari. Je crois, de mémoire, parce que derrière Firefox, c'est passé en 3e position. Ah ouais. Incroyable. Avec la base installée d'iPad, d'iPhone, etc. Puis oui, bien sûr. Du coup, ça a quand même pas mal bénéficié à Safari, effectivement. Bon. Et puis l'autre élément, c'est le mailing. Alors là aussi, ça détruit le marketing direct. C'est que, vous savez, aujourd'hui, quand on reçoit un mail, généralement, il y a ce qu'on appelle un pixel caché dans le mail, qui fait que quand on ouvre le mail, celui qui vous l'a envoyé sait combien d'ouvertures de mail a été généré lors de l'envoi. Et il sait à peu près par qui. Là, Apple va empêcher ce genre d'informations d'être transmis lorsqu'on utilisera, alors je ne sais pas quel type de messager, alors probablement pas Gmail par exemple, mais ils vont bloquer donc ces pixels cachés à l'intérieur des emails. Donc là aussi, ils s'attaquent d'une part à la publicité avec l'adresse IP dont on a parlé précédemment, et puis ils s'attaquent au marketing direct et aux mailings massifs qu'on envoie. Donc il n'y aura plus d'intérêt à envoyer des mails parce qu'on ne saura plus qui les a ouverts, quand, comment. Franchement, ils vont se faire beaucoup d'ennemis. C'est dingue. Et alors ça n'a rien à voir avec la nouvelle version de iCloud Plus. Alors ça, c'est les fonctions d'iCloud Plus. Ah, d'accord. C'est aussi, la limite de tout ça, c'est que c'est exclusif à ceux qui payent pour iCloud. Donc il faut payer au minimum 1 € par mois. C'est-à-dire que tous ces services qu'Emmanuel a évoqués ne sont pas gratuits. Non, c'est pas gratuit. D'accord, si vous avez la formule 5 Go d'iCloud, vous ne les aurez pas. Par contre, à partir du moment où vous payez pour 50 Go, 200 Go ou 2 Tera, vous aurez accès à tous ces services. Donc ah oui, d'accord. Ça veut dire que si j'ai pas iCloud par exemple, ou si j'ai la formule gratuite à 5 Go, mon Safari ne sera pas protégé en quelque sorte. Protégé. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour inciter les gens à prendre l'option, sans doute. Sans doute, mais ils auraient pu, dans leur message vie privée, dans leur infinie bonté, ça arrivera. Exactement, ça arrivera peut-être un jour. Mais le seul truc qu'il faut se dire, c'est que Apple fait tellement de pressing, ils sont tellement relous, on va dire, envers les utilisateurs pour les forcer à upgrader vers une option payante d'iCloud, que même si aujourd'hui ils refusent de communiquer un chiffre, on peut facilement imaginer qu'au moins la moitié des utilisateurs d'iPhone payent pour iCloud. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un service qui est gratuit pour eux finalement. Ça va concerner, c'est pas un service qui va concerner 5% de la base d'utilisateurs, ça va concerner beaucoup. Alors moi, ce que j'ai compris, mais peut-être je me suis trompé, c'est que quand on est abonné à iCloud, puisqu'en l'occurrence je le suis, de base, j'aurais pas ces services-là. Il faudra, pour basculer sur iCloud Plus, je devrais rajouter un peu d'argent. iCloud Plus, c'est gratuit pour ceux qui possédaient un plan iCloud de stockage. En fait, tu es déjà abonné à iCloud Plus actuellement. À partir de septembre, ça aura le nouveau nom. Mais c'est ça. Okay. C'est que il y a vraiment l'offre 5 Go iCloud et toutes les autres offres deviennent des offres iCloud Plus et ça ne coûtera rien. Dès qu'on commence à payer, on n'a pas ajouté un forfait pour D'accord. Plus. Bon, écoutez, voilà, on aura le temps de digérer toutes ces informations. Oui, c'est toujours le problème avec la WWDC. Il faut généralement 3 semaines pour avoir tout compris. Exactement. D'accord, j'avais pas compris ça. Tu as installé la bêta d'iOS 15 ? Oui. Alors, ça marche ? Oui. Après, c'est ce que je disais. C'est un peu une année où avec plein de petites nouveautés. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé le système d'exploitation. Okay. Mais je ne le recommande pour l'instant pas parce qu'il y a encore des problèmes. Ça chauffe. Attendez la bêta publique, mais ça m'a l'air d'être bien parti. On termine avec Apple et donc la mise en route de cette offre Apple Music hi-fi et avec aussi l'audio spatial. Ça y est, les vannes ont été ouvertes et à partir du moment où vous êtes abonné à Apple Music, sans supplément de prix, vous avez pas mal d'options supplémentaires. Tu as pu tester, Nicolas ? Oui, on va nous dire, vous parlez beaucoup trop d'Apple aujourd'hui, désolé, mais c'est la semaine de la WWDC, ouais, voilà, on n'y peut rien. Oui, mais écoutez, il y a beaucoup d'actualités liées à Apple. Et puis après, on parlera d'autres choses. Il y a beaucoup d'infos. Le dernier point Apple, oui, donc j'ai pu tester ces nouveautés Apple Music. Il y a 2 choses qui arrivent sur le service en même temps. Le lossless, donc la musique sans perte de qualité, et le spatial audio, donc en fait, c'est l'adaptation du format Dolby Atmos qui était déjà chez d'autres concurrents. Le lossless, moi, j'ai donné mon avis. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Je trouve que c'est inutile. Ça touche un public extrêmement ciblé. Il y a des gens qui
payer pour d'autres services qui vont être ravis d'avoir le lossless, et c'est très bien que ce soit gratuit, très bien que ce soit intégré à Apple Music, mais de mon avis, en tout cas de mes oreilles, ne sont incapables de voir la différence, même avec un équipement haut de gamme. C'est limité uniquement au filaire, avec un DAC branché à son appareil. C'est vraiment pas un service grand public. Même Eddie Q, qui est le grand patron des services chez Apple, a confié en interview qu'ils ont fait un blind test dans les équipes d'Apple et qu'il y a 99% des gens qui ne voient pas la différence. Donc, d'accord. Ça reste un produit très élitiste. Le spatial audio, par contre, c'est un peu plus intéressant. C'est activé par défaut sur les AirPods et ça peut être activé sur tous les casques dans les réglages. C'est pas une fonction exclusive au casque d'Apple et c'est bien de le dire parce que... Oui, parce que c'était assez flou de la part d'Apple, cette communication. C'est un peu dommage de ne pas l'activer par défaut, du coup. Voilà, parce qu'on pensait que c'était une spécificité technique en fait de la puce qu'il y a aujourd'hui dans les AirPods et qui permettait ce son un peu Dolby Atmos en quelque sorte. C'est pas le cas. N'importe quel casque peut, mais il faut aller dans les réglages musique et activer le Dolby Atmos pour tous les appareils. Une chose est sûre, avec le spatial audio, on voit la différence. On l'entend, pardon, on ne voit pas vraiment, c'est difficile de voir du son. On entend la différence, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce soit bon à tous les coups. Il y a quelques morceaux où on se dit, oui, c'est bien, c'est hyper bien répliqué, il y a vraiment un vrai environnement. On a un élargissement en fait, de l'espace sonore. Le son vient du dessus, de derrière. D'accord. On voit, encore une fois, on voit, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent avec le Dolby Atmos. On parle beaucoup d'images sonores finalement oui, aussi. On peut parler d'images sonores en effet. Merci de m'aider, François. Je t'aiderai, je serai toujours là pour toi, c'est gentil. Nicolas. Tu vois, quand tu seras au bord d'un précipice, je te rattraperai. Là, j'étais pas loin. Donc tout ça pour dire que je trouve que c'est une nouveauté intéressante, mais pour l'instant, le nombre de morceaux sur lesquels je me suis dit ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. C'est assez léger, donc en tout cas, c'est bien d'avoir ça. Et Apple Music, surtout au même prix, ils font du mal à la concurrence. Ouais, c'est ça, Emmanuel. C'est que là, c'est quand même un pavé dans la mare pour toute l'offre de streaming audio du marché, en fait. Les Spotify, les Deezer, etc. Oui, effectivement, parce que Deezer, sur son pack famille, notamment, voulait augmenter de 2 €, en tout cas annoncer une offre de 2 € supplémentaires pour avoir accès au... Alors, Wi-Fi, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, comme vous voulez, en français ou en anglais. Donc, effectivement, parce qu'ils voulaient en profiter pour augmenter le coût de certains types d'abonnements. Et là, c'est vrai que c'est compliqué de répliquer Apple, puisque Apple peut s'appuyer sur sa trésorerie, sur ses activités annexes pour financer ce type de choses. Quand on est un pure player comme Spotify ou Deezer, c'est plus compliqué, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que, pour le coup, c'est compliqué. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que on oublie que c'est un petit Français qui au départ avait parié sur le lossless, c'était Qobuz, donc d'Yves Rizzel, qui lui-même a fait un long post sur Internet, si vous avez l'occasion de le lire, qui est assez intéressant, où il dit qu'il avait raison, mais trop tôt. Bon, voilà. Et que finalement, toute l'industrie l'a suivi, et que depuis le début, il explique surtout comment il s'est battu auprès des majors pour essayer de récupérer ce fichier son originel de haute qualité. Parce que les droits ne sont pas les mêmes, visiblement. C'est pas les mêmes, exactement. Et surtout, les majors, au début, disaient mais pourquoi vous voulez ça ? Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir l'évolution du secteur, qui au début était, même les majors elles-mêmes n'étaient pas vraiment intéressés par ça. Et puis, on voit le glissement jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous incite à aller lire ce post de blog d'Yves Rizzel qui n'est plus d'ailleurs à la tête de Qobuz. Il est parti, il a revendu sa société. Mais il a une très bonne connaissance du secteur, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de lire ce type de propos. Voilà. Est-ce que ça va laisser certains acteurs sur le bord de la route, cette histoire-là ? Parce que c'est vrai, est-ce qu'un Deezer a les épaules assez larges pour encaisser ce même tarif pour en proposer plus ? Et d'après ce que j'ai compris, en fait, tout ça est dû à une nouvelle négociation avec les majors que Apple aurait entamée et aurait négocié en fait d'avoir les mêmes droits avec la hi-res qu'avec le son traditionnel. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix. C'est que finalement, ça ne coûte pas plus cher à Apple. Et ce deal, en fait, est global. Il est aussi valable pour tous les autres fournisseurs de streaming audio. Donc, voilà, ça ne coûtera pas plus cher aux autres, aux Spotify, aux Deezer, mais en revanche, ils ne gagneront pas plus d'argent. C'est ça le souci. Exactement. Mais ils vont être obligés, Spotify va être obligé de réagir, parce qu'au bout d'un moment, il y aura une fuite d'abonnés qui vont vouloir, même si tu dis que c'est du marketing, et on peut le croire, il y a plein de gens qui vont dire, finalement, j'aurai de l'audio spatial, je vais avoir de l'hi-res, c'est mieux que... C'est pas du marketing, parce que techniquement, il y a une différence. Le fichier, oui. Lourd, beaucoup plus gros. Mais c'est que nos oreilles...
les personnes qui vont vraiment en profiter à 100% sont c'est pas beaucoup. Bien sûr, il faut avoir vraiment une oreille très très fine. Mais c'est sûr que dans tous les cas, la réponse de Spotify est très attendue parce qu'on sait que Spotify réfléchissait déjà à augmenter le prix de 1 ou 2 euros pour l'abonnement de base, donc l'abonnement sans Hi-Fi. Il n'avait pas communiqué sur l'arrivée, sur le prix de son abonnement ou de fidélité. Donc maintenant qu'Apple fait tout ça au même prix, comment justifier une augmentation sur une offre standard et rien derrière? Donc pour eux c'est compliqué. C'est sûr que Apple a bien piégé l'industrie. Le seul qui a suivi au même prix pour l'instant c'est Amazon. Mais c'est pareil. Qui s'est aligné mais quelques minutes après le communiqué de presse d'Apple. Hein. Franchement, je me demande si c'était pas quelques minutes avant. Je crois bien que c'était une demi-heure avant le communiqué d'Apple. Donc c'est Tim Cook qui les a fait. Attendez les gars, regardez ce que je vous propose. C'est facile quand on est Amazon, on est Apple. Parce que pour eux c'est un détail finalement cette offre-là. Ça change rien. C'est un service comme un autre et ça rallie vers Apple. Quand on s'appelle Spotify, Deezer, Qobuz ou Tidal et le business c'est la musique, c'est quand même toute une perspective d'évolution et d'augmentation des prix qui disparaît à cause de gros acteurs. Donc puis là, il y a quand même aussi une différence de hardware, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, Apple et Amazon, ils ont des serveurs sur toute la planète. Donc, de diffuser des fichiers plus lourds, lossless, ça leur coûte rien, ils ont déjà l'infrastructure qui est là. En revanche, un Spotify et un Deezer qui n'a pas de data center sur ils sont obligés de louer tout ça, c'est de la bande passante supplémentaire. Donc en fait, comme tu le disais, ils vont pas gagner plus. Alors certes, les majors vont peut-être donner le fichier au même prix, mais en coût de distribution, ça va leur coûter plus cher. Il va y avoir un léger impact. Oui, parce que un fichier iRes, c'est énorme. Hein. Je crois qu'une chanson, c'est 100 mégas ou un truc comme ça, non ? Il y a 3 formats iRes chez Apple, mais je crois oui, en effet. Le très haut de gamme, c'est ça monte au-dessus de 100 mégas le morceau. C'est énorme. On sent la différence. Hein. Quand j'ai essayé le iRes en casque filaire, avant, quand on lançait un morceau en streaming, c'est instantané. Là, il y a 4-5 secondes de mise en cache avant que ça fonctionne. En effet, il y a une petite différence. Vous vous rendez compte, un fichier, on va dire normal sur Spotify, c'est 4-5 mégas. Et là, on passe à 100. C'est autre chose. D'ailleurs, écologiquement, c'est assez moyen. Hein, si on rentre, enfin, on va pas rentrer dans les détails là, mais on évoque tout le temps comment dirais-je, le raisonnement et la bonne utilisation de la data, etc., ça va à l'encontre de tout ça. Apple n'en parle pas, mais mine de rien, ça consomme plus de data, plus de stockage de mémoire dans les téléphones. Bien sûr, c'est énergivore tout ça. Hein. Et pour un gain, comme dit Nicolas, qui n'est pas forcément perceptible. Exactement. C'est pour ça que par défaut, on reste sur la qualité, non haute fidélité. Par défaut, il passe sur le spatial audio, sur les AirPods, tout ça. Par contre, le haute fidélité, c'est vraiment une option à activer manuellement si on le souhaite. On revient dans un instant, les amis, pour la deuxième partie de ce Club de la Presse IT, et on va revenir sur cette panne qui a paralysé pas longtemps, mais bon, moi j'étais en train d'acheter un truc sur Amazon pour tout vous raconter, et d'un coup, je vois, j'étais sur mon appli, plus rien qui marchait, panique à bord, c'est vite revenu, j'ai pu faire mon achat quand même. On en parle dans un instant. Nicolas et Emmanuel vont tout nous expliquer. À tout de suite pour la suite de ce De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.